Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de JCP. Alors cette semaine, nous allons revoir l'actualité liée au discours notamment d'Ursula von der Leyen lors du sommet de Davos, qui a été suivi également du discours de François Villeroy de Galhau. Et ils ont évoqué l'union des marchés de capitaux. Donc on va essayer de faire une revue de la situation et d'analyser, essayer d'anticiper un peu ce qui nous attend. Donc voilà le plan. Tout d'abord, un petit historique de l'Union des marchés de capitaux, l'UMC. Donc c'est un sujet qui est en discussion depuis 2014 au sein de l'Union européenne. Donc globalement, on va essayer de faire simple. Globalement, c'est un projet d'espace bancaire et financier commun au sein de l'Union. Ce n'est pas très clair, est-ce que ce serait une couche supplémentaire ou un remplacement des cadres nationaux, des cadres financiers et bancaires. Donc ça fait partie un peu des questions ouvertes sur ce sujet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chaque pays donc, a son cadre bancaire et fiscal, ce qui est lié notamment à son modèle social et donc sa fiscalité associée. Par exemple, le PEA, c'est un produit, un support qui est spécifique à la France, et d'autres pays peuvent avoir un modèle social avec moins d'interventionnisme, ce qui résulte en moins de taxes et donc possiblement plus d'épargne ou plus de consommation pour les citoyens. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les pays au sein de l'Europe ne sont pas d'accord avec les mises en place de l'UMC. Mais tout s'est accéléré en 2024, notamment, enfin vous vous rappelez peut-être le coup de gueule de Bruno Le Maire en février lors d'un conseil des ministres des Finances. Et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'union des marchés de capitaux n'avance pas. L'union des marchés des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens, au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain. Et donc ces 35 000 milliards qui dorment, donc ça avait été débunké à l'époque, puisque ces 35 000 milliards d'épargne au sein de l'Europe est déjà investi. On pourra donner l'exemple notamment des fonds en euros sur les assurances vie qui servent à financer la dette de la France. Et si on venait à retirer cet argent, la France aurait un problème sérieux pour financer sa dette. En quelque sorte, la seule épargne qui dort, c'est celle qui est sur les comptes courants et qui n'est pas investie. La France et l'Allemagne sont favorables à l'UMC et qu'au contraire le Luxembourg et l'Irlande ne sont pas favorables, donc parmi les 27 pays. Et également en 2024, donc, il y a eu plusieurs rapports qui ont été publiés. Donc, le rapport Noyer en France, de l'ancien gouverneur de la Banque de France, qui a été publié en avril. Et en Europe, au niveau européen, donc, il y a eu deux rapports, le rapport dit l'État et le rapport Draghi notamment, qui a été publié en septembre et qui aborde l'innovation, la décarbonation et la géopolitique au sein de l'Europe. Donc ça, c'est pour l'historique. Ensuite, que s'est-il passé donc récemment? Donc, bien entendu, vous savez, donc Donald Trump est arrivé et a annoncé notamment des investissements majeurs dans l'intelligence artificielle. Et puis, donc, Ursula von der Leyen ayant été reconduite dans son mandat, donc ça lui donne aussi les coups des franches pour faire avancer son programme. Il y a eu donc une intervention d'Ursula von der Leyen à Davos cette semaine lors du Forum économique mondial, dont voici le discours. Je vous laisserai lire. Mais en gros, elle dit qu'effectivement, l'épargne des ménages européens s'élève à 1400 milliards par an d'euros. Et parmi cette épargne, donc, il y a 300 milliards qui quittent l'Union européenne, en fait, qui sont investis en dehors. Et c'est de l'argent donc, qui, de fait, ne serait pas investi, ne serait pas utilisé pour la croissance de l'Europe.
Et donc elle milite pour un marché des capitaux qui s'appellerait maintenant une Union européenne de l'épargne et des investissements, avec des nouveaux produits, des nouveaux types d'investissements et des nouvelles incitations à l'investissement en capital risque. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, est intervenu sur BFM Business pour répéter les mêmes propos, et je vous propose de l'écouter. C'est quoi l'idée? C'est que l'Europe a une ressource dont on ne parle jamais, c'est son épargne privée. L'épargne privée est abondante et en particulier chaque année, elle a cité un chiffre que la Banque de France a mis en avant, il y a 300 milliards d'épargne des Européens qui vont s'investir hors d'Europe et d'abord aux États-Unis. Donc récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe. On retrouve les chiffres du rapport Draghi, il y a plusieurs centaines de milliards pour investir dans la transition climatique, dans la transition numérique. Qui veut dire des produits d'épargne européens pour les particuliers dans lesquels ils pourraient investir. Alors ça peut être des produits pour les particuliers, ça veut dire aussi pour tout ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, prenez l'assurance vie, qui puissent investir plus facilement à travers l'Europe, qui puissent aussi investir en actions, en fonds propres. Ce que vous remarquerez sur ces deux interventions, c'est que le discours s'est orienté sur la problématique d'innovation, intelligence artificielle et écologie, mais il n'y a pas eu un mot de prononcé sur les sujets de défense, alors que dans le rapport Draghi, c'était l'un des 3 piliers en fait, qui n'a pas été repris pour l'instant. Je vous rappelle également en 2024 la tentative au Sénat de faire passer une loi pour modifier l'usage des fonds des livrets A, qui, au lieu d'être utilisés pour le logement social, du moins une partie, au lieu d'être utilisée pour le logement social, serait pour financer les entreprises liées au monde militaire et de la défense. L'union de l'épargne et des investissements, il est donc expliqué, il est justifié par l'épargne des Européens qui sort d'Europe, et donc moins d'argent qui est investi au sein ou au bénéfice des entreprises européennes, et que la raison à cette sortie de l'épargne, en fait, pour les particuliers, c'est de rechercher de la performance meilleure sur les produits non européens. Et donc vous voyez, par exemple, les performances des indices boursiers en 2024, donc, où les indices américains, donc S&P, Nasdaq, ont des performances largement meilleures aux indices européens, et notamment on voit le CAC qui a peinement, avec les dividendes réinvestis, qui a peinement réussi à faire 1%. On peut aussi imaginer que les Européens mettent de l'épargne en dehors de l'Europe pour diversifier la monnaie, en convertissant les euros en dollars ou autres monnaies, francs suisses, et également pour sécuriser les fonds en dehors de la zone euro. Ce qui veut dire que les entreprises qui recherchent des fonds pour financer leur développement doivent se retourner vers des investisseurs étrangers qui, eux, disposent des capitaux, et donc pour un développement soit en dette ou en capital propre. Et donc ce qui revient à dire que la croissance, les bénéfices de ces entreprises européennes finissent dans les poches étrangères, des investisseurs étrangers, et pas au sein de l'Europe. Alors parmi les chiffres annoncés, aujourd'hui il y a environ 35 000 milliards d'épargne européenne près des citoyens européens, dont 6 500 en France. Donc vous avez les sources, rapport Noyer, rapport périodique de la Banque de France. Et donc ces 35 000 milliards sont alimentés tous les ans par 1 400 milliards d'épargne supplémentaire, dont 150 milliards environ en France. Donc les sources, rapport Draghi et la Banque de France. Et donc dans ces 1 400 milliards d'épargne supplémentaire, tous les ans, il y a 300 milliards qui partent à l'étranger. Donc, c'est ce qui était annoncé par Ursula von der Leyen, donc ce qui représente à peu près 20% de l'épargne annuelle qui sortirait. Alors ce chiffre-là des 300 milliards, nous n'avons pas encore réussi à retrouver la source et à comprendre comment il était construit. Donc a priori, ça va être des actions étrangères, du private equity, des fonds en unité de compte sur les assurances vie. Cependant, si les fonds ou les ETF qui sont à la mode en ce moment
qui sont distribués par des banques d'investissement étrangères comme BlackRock, Vanguard ou autres. Mais ces fonds sont basés en Europe et typiquement Irlande ou Luxembourg, et que ces fonds sont investis sur des actions ou des obligations européennes qui versent des coupons de dividendes. Est-ce qu'on peut considérer que cet argent sort de l'Europe? Parce que, au final, les bénéfices liés à ces investissements reviennent dans les poches des investisseurs européens et la fiscalité associée, elle reste également en Europe. Le rapport Draghi, il annonce un besoin, donc au-delà de ces 300 milliards, il annonce un besoin total de 800 milliards par an, donc pour financer les 3 piliers évoqués, donc l'écologie, l'innovation et la défense. Les 300 milliards ne seront pas suffisants pour financer ces 3 piliers, soit l'autre partie des 1400 milliards annuels d'économie ou piocher directement dans les 35 000 milliards qui sont déjà investis en Europe devra être considéré, et donc cet argent serait détourné d'autres investissements, et donc ce serait au détriment des bénéficiaires actuels de l'épargne au sein de l'Europe. Qu'est-ce qui va se mettre en place? Bon, aujourd'hui, on n'a pas les détails, mais seulement des pistes si on lit à droite à gauche, donc notamment le rapport Noyer. Donc, ce qu'il recommande, donc, c'est développer des produits d'épargne de long terme qui seraient créés par chaque État volontaire, basés sur un label en fait qui respecterait 6 critères. Donc, un investissement long terme, une exposition sans garantie du capital, une gestion pilotée, alors un rôle clé confié à l'employeur, un régime fiscal attractif et donc, bien entendu, le fléchage des investissements vers des actifs européens. De même, dans le discours d'Ursula von der Leyen, avec de nouveaux produits d'épargne et d'investissement européens, de nouvelles incitations à l'investissement en capital risque. Alors, une lecture de tout ceci, donc sans être complotiste, suggère donc qu'il y aurait des nouveaux produits de placement qui seraient créés, dont l'investissement serait laissé à la discrétion du citoyen. Mais la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que le citoyen va être intéressé? A priori, le citoyen va être intéressé seulement si le ratio rendement-risque net de fiscalité est plus intéressant que les placements actuels qu'il trouve à l'étranger. Mais alors on peut se poser la question, si jamais les 300 milliards ne sont tout de même pas réinvestis en Europe, et donc c'est là où on peut avoir de l'imagination, on peut imaginer dans ce cas-là que l'investissement devienne obligatoire ou alors fortement contraint. Par exemple, des investissements dans les assurances vie qui seraient contraints pour maintenir le taux des fonds en euros. Aujourd'hui déjà, les assureurs demandent de plus en plus un pourcentage minimum d'investissement dans les unités de compte et ne pas tout mettre dans les fonds en euros. On a également l'exemple en 2024 de l'investissement qui a été rendu obligatoire sur du private equity au sein des assurances et des assurances vie et des PER qui sont sous gestion pilotée. On peut également imaginer des prélèvements nouveaux, donc directement à la source en quelque sorte, prélevés sur les salaires des gens au sein des charges salariales ou patronales, augmenter la fiscalité pour les revenus du patrimoine si l'investissement était fait à l'étranger, pour favoriser l'investissement en Europe. Donc tout ceci amènerait à une sorte de contribution européenne payée par les citoyens sur leurs différents revenus. Et même si on veut aller plus loin, mais c'est totalement complotiste, avec l'euro numérique qui est en projet, cet euro numérique permettrait de tracer l'argent et donc de le rendre inutilisable si jamais on souhaitait le placer à l'étranger. Alors, quelle forme pourraient prendre ces nouveaux produits? Pas sûr que ce soit des obligations européennes qui soient émises par la BCE. On peut plutôt penser que ce seraient des obligations émises directement par les pays, un peu comme aujourd'hui, mais au lieu de financer donc la dette, les fonds perçus seraient transférés vers un fonds d'investissement européen, un fonds central, qui permettra d'alimenter des programmes sélectionnés par l'Union européenne pour répondre donc aux investissements souhaités, écologie, innovation. Et pour le private equity, est-ce que ça va être également un fonds central qui va être créé, ou bien on va réutiliser les supports actuels comme l'FCPR
avec une ligne particulière au catalogue pour les entreprises qui respectent les critères européens d'innovation et écologie. Ce que l'on peut fortement imaginer avec les informations à notre disposition, c'est que les fonds qui seront, donc l'épargne qui sera prélevée, soit bloquée sur du long terme, donc non récupérable, afin de donner de la visibilité aux investisseurs. Et pour ce qui concerne la fiscalité, donc aujourd'hui la fiscalité elle est différente d'un pays à l'autre, et c'est quelque part l'opportunité pour pousser pour une fiscalité uniforme au sein de l'Europe. Et donc si on revoit le discours d'Ursula von der Leyen, donc elle évoque la création d'un 28e régime qui aborderait justement la fiscalité, un cadre unique et simple dans toute l'Union. Donc c'est typiquement la mise en place des pierres pour une fédération européenne. On peut se poser la question du rendement associé à ces nouveaux produits. Donc je vous rappelle l'interview d'Éric Lombard il y a environ 2 semaines, dans laquelle il disait que la priorité c'était la transition écologique et que les entreprises devaient accepter d'être moins rentables pour financer cette transition écologique. Les citoyens européens financeraient la transition écologique qui amène une baisse de rentabilité, et donc le rendement du financement de la transition écologique, par nature, se dégrade. On se retrouve dans la situation où le rendement du financement serait moins intéressant qu'à l'étranger. Et donc, est-ce que les États vont se porter garant pour compenser cette différence de rendement, et pour cela utiliser des fonds publics? Par ailleurs, puisque on sait que tous les pays aujourd'hui ne sont pas favorables à cette union de l'épargne et de l'investissement, est-ce que tous les pays vont la mettre en place, ou seulement les pays qui sont volontaires? Mais dans ce cas, ça voudrait dire que les fonds ne seraient pas utilisables dans les pays qui ne contribuent pas à cette union. Donc tout cela indique qu'il y a encore beaucoup de questions ouvertes, et on devrait avoir une partie des réponses le 29 janvier, avec une présentation du plan par la Commission européenne. En conclusion, ce que l'on voit, c'est que ce projet d'union bancaire accélère, donc notamment depuis 2024, et c'est clairement un pas supplémentaire vers une fédération européenne, avec une union bancaire et financière transverse et uniforme au sein de l'Europe. Nous savons déjà que les 300 milliards évoqués servent un peu de prétexte à la mise en place de cette union, puisqu'ils ne sont pas suffisants pour financer les objectifs annoncés. Donc, le rapport Draghi évoquait un objectif de 800 milliards. Par ailleurs, mélanger les investissements publics avec l'épargne privée, ça induit d'une manière ou d'une autre une perte de liberté pour les citoyens, une liberté d'investissement, liberté de décision. Si l'épargne actuelle venait à être utilisée pour financer des programmes européens, ça veut dire que cette épargne ne serait pas utilisée pour des programmes nationaux. Mais attention, tout ce que l'on dit dans cette union de l'épargne et des investissements, il ne faut pas la confondre avec la problématique en France de la dette, où on peut envisager un risque de blocage de l'épargne pour financer cette dette, même si la méthode pourrait être similaire en utilisant l'épargne des citoyens qui serait réorientée vers le financement de la dette. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode ou sur mon compte X en attendant.